Dornelas avec cet arc de triomphe empaqueté qui ravive les débats sur l'art contemporain dans l'espace public. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les réactions se fassent entendre. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un art de l'effervescence, un art effervescence de l'art, art du non-sens? Comment interpréter? Ben alors déjà, effectivement, depuis, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il est éphémère, il est voulu comme tel. Il est empaqueté, cet arc de triomphe, depuis dimanche dernier. Il le sera jusqu'au 3 octobre. Donc, la définition même du terme prouve que, en effet, c'est une œuvre éphémère. Christo, donc, qui est un homme, un artiste depuis de très longues années, était arrivé en fuyant le joug soviétique. Il était arrivé dans les années 58 en France, et à l'époque déjà il se projette dans ces idées d'art éphémère du début de ce que l'on appelle aujourd'hui l'art contemporain, qui était à l'époque une avant-garde simplement, et il pense déjà en 1961 à empaqueter l'Arc de Triomphe. Après, dans les années qui ont suivi, on sait en 85, il a empaqueté le Pont Neuf. Il a fait d'autres œuvres. Il est mort en 2020 à New York et c'était le rêve de sa vie. En 2018, avant de mourir, il avait vu la maquette de l'Arc de Triomphe empaqueté et voilà, c'était l'œuvre qu'il rêvait d'accomplir depuis de très longues années, qui se réalise en effet aujourd'hui. Alors pourquoi c'est important de prendre en compte la date de son idée? Parce qu'effectivement, il est mort, comme vous l'avez dit. Pourquoi la date est importante? Mais la date est importante parce que l'idée naît dans sa tête en 1961. Et si aujourd'hui on discourt sur ce qu'est devenu l'art contemporain, si on discourt effectivement sur les réactions qu'il génère, et il est fait aussi pour ça, et ça, la cote de l'art contemporain est parfois financière, très souvent financière. C'est un mécène qui injecte de l'argent et qui fait monter la cote de l'art contemporain, mais il existe aussi par les réactions qu'il génère. Ça fait partie complètement de la conception de l'œuvre. Et pourquoi est-ce que 1961 c'est important? Parce qu'à l'époque, c'est une mode. Et aujourd'hui, on a tendance à renvoyer les gens qui critiquent cette manière de concevoir l'art contemporain à simplement l'accusation de ringardise, de gens qui n'y comprennent rien. Quand on comprend que l'idée a été conçue en 1961... Quand c'était la mode, la période... Peut-être que les ringards ne sont pas ce qu'on croit. Je m'explique. À l'époque, il y a effectivement cette mode de l'art éphémère qui a deux objets en réalité. Transformer ce qui est ancien dans l'art pour le rendre nouveau. Donc c'est l'Arc de Triomphe, par exemple, qui devient, par une forme un peu floue, noyée dans ces mètres de tissu, plus ressemblant de l'art du XXe siècle. À l'époque, c'était tout ce qui précédait, qu'on voulait transformer avec ces formes complètement épurées du XXe siècle. C'était conçu comme tel. Et la deuxième idée, effectivement, qui est très moderne à l'époque, on va dire, c'est de concevoir l'art comme éphémère, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'idée est née et établie, elle est déjà morte, en fait. Et donc, ça permet d'avoir tous les discours qu'on conçoit. Et alors là, pour le coup, Benjamin Oliven a fait un papier dans le Figaro, vraiment sur cette évolution. Et c'est tout le côté, vous savez, ce vocabulaire qu'on connaît par cœur autour de l'art, de se réapproprier la ville, de vivre une expérience commune ensemble. Et l'art devient, en l'occurrence, par exemple, avec cette œuvre de l'Arc de Triomphe, de vivre l'expérience, de voir l'Arc de Triomphe empaqueté, ce qui n'arrivera plus jamais, ensemble. Et finalement, l'art revient à la fois dans la performance et dans la manière dont elle est conçue. La seule différence, on va dire, qu'il y a cette fois-ci, c'est que l'argent n'est pas public, alors que depuis les années 60 et même 80 plus tard, c'est devenu un art quasiment d'État, tellement l'État a investi dans cet art-là. Cette fois-ci, l'argent est sur fonds privés. Ça, c'est la première chose. Mais reste quand même cette idée de l'art festif. On va, voilà, Paris est une fête. Eh bien, Paris est une fête quand l'Arc de Triomphe est empaqueté. C'est un petit peu conceptuel. On va faire un petit tour de table pour voir si cet empaquetage vous impacte. En tout cas, c'est l'idée. Et donc, c'est important. Oui. C'était important pour moi de revenir à la date à laquelle est née cette idée, parce que c'est quand même une idée qui est très ancienne. Elle a 60 ans, en fait. Oui, c'est ça. Mais on est en 2021, effectivement. Et c'est l'éternelle bataille, Charlotte Dornelas, autour de l'art contemporain. Mais il y a pourtant un changement dans l'art, dans son accès, dans sa conception. C'est sûr qu'il y a un clair changement, en tout cas avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'art contemporain. C'est que déjà, alors moi je le dirais en des termes peut-être un petit peu négatifs, mais c'est incroyable de constater systématiquement le décalage qu'il y a entre
la pauvreté du geste de l'artiste et la complexité du discours qui accompagne l'œuvre. Moi, c'est ce décalage qui alors je le dis en des termes négatifs parce que là, pour le coup, je donne mon avis, mais ce décalage est très clair et pour le coup, il est revendiqué. On ne peut comprendre l'art, on ne peut comprendre l'œuvre, sans le discours lui-même de l'artiste. Et c'est ça qui est très nouveau, c'est que l'artiste devient lui-même le propre juge à la fois de son idée et de la conception de son idée, puisqu'elle découle même de ce qui se passe dans l'artiste. Donc les limites n'existent plus, les codes n'existent plus, et seul l'artiste est juge de sa propre œuvre, en fait. Donc on ne peut plus, c'est l'artiste qui est sacralisé et non plus l'œuvre, ça c'est la première chose. Et du coup, la critique est impossible puisque l'artiste est le seul juge capable d'avoir un avis légitime, on va dire, sur son œuvre. Donc c'est clair que le basculement est incroyable. Et en fait, si on comprend bien, pour comprendre bien ce basculement, c'est un peu, effectivement, on rejoue la querelle des anciens et des modernes, c'est est-ce que la tradition nous porte et donc par l'objet de la tradition, ce qui a été reconnu et ce qui est donc resté, ce qui est resté comme une œuvre aux yeux des personnes au fil du temps, porte en lui, du coup, quelque chose d'universel, accessible à toutes les âmes. C'était la question de l'accès de l'art au plus profond de l'âme, donc ce qui était universel. Ou est-ce que, comme le considéraient les modernes, tout ce qui est ancien n'est pas bon? À l'époque, c'était le siècle de Louis XIV qui devait dépasser tout, parce que c'était évidemment le siècle du progrès, et que donc tout ce qui suivrait, tout ce qui serait conçu aujourd'hui, serait forcément mieux que l'ancien. On comprend que cette bataille se rejoue en permanence, et c'est finalement la différence entre l'universel et le relatif. Il y a soit un art est conçu parce qu'il touche, qu'on trouve ça beau ou laid, pendant très longtemps qu'on trouve une œuvre belle ou laide personnellement, il n'y avait pas de question sur le fait que ce soit une œuvre. Aujourd'hui, c'est ça qui est nouveau, c'est que même le fait que ce soit une œuvre est quasiment relatif, en tout cas dans notre perception. Alors, on a bien compris ce que défendent les anciens et les modernes? C'est ça, je crois vraiment que c'est la question. Alors, j'avais noté, quelqu'un avait dit, finalement, l'œuvre, l'art, c'est le pain quotidien de l'âme. Ça, ce n'est plus du tout vrai dans l'art contemporain, puisque l'art contemporain, il faut effectivement rentrer dans la tête de l'artiste et qu'on trouve ça beau ou laid, ça n'existe plus en fait, c'est complètement dépassé et c'est le discours, l'idée qui est complètement valorisée. Donc c'est vraiment cette distinction entre l'universel et le relatif. Mathieu Bock-Côté, je vous ai vu beaucoup réagir, voire noter d'ailleurs. Vous trouvez ça déjà beau ou laid? Je trouve que c'est un snobisme de la laideur. C'est un snobisme de la laideur, c'est-à-dire voilà des gens qui se croient par ailleurs à l'avant-garde, comme d'habitude, qui heurtent non seulement le sens commun, ce qui est tout à fait permis, mais qui heurtent ce qu'on pourrait appeler les lois presque, sinon éternelles, à tout le moins les lois les plus durables, les lois les plus profondes de l'esthétisme, les lois de la beauté. Nous sommes de vous. Et vous parlez de qui, pardon? De Christo ou de ceux... Oui, Christo, effectivement, mais ça va bien au-delà de ça. C'est véritablement cette espèce de petite clique quasi mafieuse qui est celle de l'art contemporain, qui multiplie les installations qui ont souvent l'air de décharges publiques, ou alors qui ont quelquefois... c'est assez fascinant quand on voit ça. On a devant, effectivement, Charlotte le disait très bien, devant un truc absolument incompréhensible, mais apparemment, on doit entrer dans l'esprit du brillant artiste pour comprendre le sens profond de son geste qui, en plus, normalement, se veut accouplé avec une cause sociale à la mode. Donc, je sais pas, on met une échelle sur du gazon, puis autour de ça, on met un chat qui se promène, puis on dit que c'est une œuvre pour lutter pour les migrants, ou contre les violences, ou encore contre l'autoritarisme. Et là, on est censé voir là-dedans un geste profondément transgressif qui nous emporte et qui nous porte... Et on est coupable si on ne le ressent pas comme tel. Mais bien sûr, pire, on est réactionnaire, peut-être d'extrême droite. On est très facilement d'extrême droite. On est toujours facho. On l'est tous ici d'une manière ou de l'autre, ça dépend du jour. Mais, alors, il y a ça. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler une tyrannie de la subjectivité là-dedans. C'est-à-dire qu'on doit être enfermé dans l'univers autoréférentiel d'un homme ou d'une femme ou d'un non-binaire et de ses fantasmes. Et si on n'accepte pas d'y entrer, c'est la preuve qu'on n'a pas évolué au rythme de l'art. Tout ça se place sous le signe de la déconstruction, de la réinvention des formes. Pour moi, c'est d'une laideur, c'est d'un ennui, et quelquefois, c'est un saccage de la vie publique. C'est une confiscation de l'esprit public et de l'espace public à l'avantage des fantasmes de quelques-uns qui se présentent, je l'ai dit, comme l'avant-garde artistique. Donc, devant tout cela, bien franchement, je pense qu'on devrait avoir le droit de jouer le rôle du grognon réactionnaire, papy grincheux, et dire tout cela est tout simplement laid.
Dimitri. Mais moi, ce qui me fait rire... Pardonnez-moi, je rigole. Rien que pour ça, ça méritait, Pardon. pour avoir, Non, mais pour avoir non, la mais- chronique de Mathieu. Mathieu, non mais vraiment, il m'a vraiment fait rire là. Pardon. Mais pourtant, Allez, je respire. Ce que À je vous. trouve intéressant, c'est ce que Christo il disait de son œuvre. Alors. Parce que lui, déjà, il disait ça n'est pas de l'art. Oui. Il disait ça n'est pas de l'art Oui. et ça n'a pas non plus de sens. Parce qu'en fait, Christo, c'est quoi? C'est un logisticien. C'est un entrepreneur en génie civil, c'est en propagande aussi, en publicité. C'est une construction médiatique. Et là où il est génial, Christo, c'est qu'il a embarqué tout le monde dans son aventure. Et parce qu'en réalité, c'est de la pure ingénierie. Et d'ailleurs, c'est quand même très beau de voir que c'est quoi l'œuvre de Christo, c'est quoi son art, entre guillemets, même si lui, il récusait ce terme, c'est l'emballage. C'est notre civilisation dont il parle. Ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a dans le produit, c'est ce qu'il emballe. Mathieu, vous voyez, vous ne comprenez pas. Vous comprenez pas l'œuvre de Christo, vous voyez. Non, mais en cela, Christo, qui n'avait d'ailleurs pas beaucoup de discours sur ce qu'il faisait, il était uniquement, c'était la démarche qui comptait. Et vous savez, dans l'art contemporain, ce qui est frappant, c'est que parfois l'œuvre compte moins que la démarche elle-même. Moi, j'ai un souvenir très personnel d'art plastique au lycée. Quelqu'un de ma classe avait eu 19 sur 20. En plantant des préservatifs avec des sardines dedans, cloués sur une planche en bois trouvée dans la rue. Et le discours était tellement brillant qu'en réalité, vous voyez, il avait eu 20 sur 20. Le discours était tellement brillant que l'œuvre passait au second plan. Et c'est ça qui est frappant dans l'art contemporain, c'est que le discours sur l'œuvre compte plus que l'œuvre elle-même. Je vous donne la parole dans un instant. Je vous relance juste peut-être, parce que certains ont dit même que l'œuvre était voilée. Que l'Arc de Triomphe était voilé. Comment vous réagissez? Bon, c'est une formule parmi d'autres pour chercher à maquiller conceptuellement ce qui est simplement une espèce d'entreprise C'est pas paresseuse mentalement. En termes de sémantique, vous comprenez Oui, bien. je comprends bien ce qui se dit, mais je pense qu'à travers ça, ce qu'on oublie, c'est que le propre de l'œuvre d'art, me semble-t-il, c'est de durer au-delà de la vie de son créateur, c'est de laisser une trace dans le monde des beautés de l'âme humaine, être capable de... Il y a une dimension presque sacrée ou religieuse. D'ailleurs, en dernière instance, ce que nous visitons lorsque nous allons dans un pays, normalement, ce sont les plus belles églises. Ce que nous visitons, ce sont les plus beaux temples qui étaient là pour marquer justement la majesté du pouvoir et qui ont traversé le temps. Alors que le propre d'un art qui se veut friable, qui se veut subjectif, qui revendique son insignifiance et qui voit dans le refus d'admirer cette insignifiance une marque d'esprit régressif, non, je sais qu'il est bien vu normalement de faire le subtil et de remarquer quelque chose d'intéressant néanmoins dans cette œuvre, mais je ne me sens pas subtil ni subtilex devant tout cela. Je me sens tout simplement là. Marc Menant, Moi, comment déjà, vous sentez-vous je devant cette œuvre voilée? Je dirais que l'Arc de Triomphe avec le tissu manque d'étoffe. Hein, vraiment. Très fort, très fort. Non, mais au-delà de tout, l'art, la création, c'est de patiner quelque chose. Alors moi, là où je suis pas d'accord avec Mathieu, pourquoi pas avoir le défi de l'éphémère, mais à partir d'une création. Le gars qui, avec le sable, se met face à la mer et arrive à ciseler une œuvre et en disant elle va disparaître, c'est le comble de l'humilité. C'est-à-dire que vous vous dites, j'entre dans la transcendance, mais je n'ai pas le défi de me placer face au temps et aux autres. Là, il y a une démarche de l'âme extraordinaire. Mais là, c'est quoi ? Je cache, je m'accapare une œuvre, mais je n'ai rien créé. Alors, même quand tout à l'heure vous évoquiez le gars avec son petit mouton, son échelle, il y a une démarche de quelque chose, je bricole. Là, il ne fait rien. Il prend des tissus, il fait disparaître. Mais ça, c'est David Copperfield. Et en l'occurrence, à David Copperfield qui ne fait pas illusion. Marc, vous avez vu les gens travailler sur l'emballage? Moi, Mais non, mais ça, je m'en fous, c'est pas ça, Nard. Fréquemment. Non, mais je vous le redis, c'est-à-dire que Christo, je pense, du haut qui doit nous regarder là-haut, là, il se marre parce qu'on est là à débattre si c'est de l'art ou pas. Lui, il a répondu à cette question-là. Si je peux, on y répond aussi. On y répond aussi et ça n'en est pas. Et ce qui m'embête, cela dit, c'est que les pouvoirs publics et les cliques culturelles qui se sont emparés souvent, là, pas dans ce cas, mais très souvent, qui se sont emparés des politiques culturelles. Donc des cliques qui véritablement ensuite, une coterie, se distribuent les fonds pour financer telle œuvre ou telle autre œuvre. J'ai des souvenirs soudainement d'un livre de Houellebecq, je pense que c'est La carte et le territoire, si je ne me trompe pas, ou Plateforme, où il se moque avec une cruauté houellebeckienne, justement, de cet art contemporain. Par exemple, je me rappelle très bien, il fait le portrait d'une femme qui aurait moulé ses parties intimes, disons ça comme ça, pour défier quelque chose qui relève du patriarcat, je crois. Bon. On parlera Alors du moi, patriarcat devant tout cela, je pense qu'il nous manque d'intransigeance. Nous ne devons plus prendre au sérieux tout cela. Il se peut que dans 1000 ans, on soit tous...
on nous dit qu'on s'est trompé. Puis finalement, c'était le génie de notre époque, mais je ne parierais pas 25 sous sur ça. Non, mais Charlotte Dornelas, juste pour rebondir, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, par exemple, de l'œuvre de le monument en mémoire de Johnny Hallyday qui a été érigé le 14 septembre? Ça vous fait sourire, Dimitri. Charlotte, Non, mais c'est pour le coup. un manche de guitare surmonté d'une Harley. Ah ouais, ça, Du coup, je trouve ça laid, mais par contre, on comprend tout de suite. C'est peut-être la différence. Sur le plan Non, mais c'est vrai, psychanalytique, c'est limpide. Hein, ça, non, mais oui. Ah ouais, ça, je sais pas. Mais non, mais c'est vrai que pour le coup, ça relève pas de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours derrière qu'on ne peut pas comprendre. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la différence. On peut très bien trouver une œuvre, mais même très ancienne, et pas du tout qui rentre dans le cadre de l'art contemporain, très laide. Ça, c'est tout à fait possible. La subjectivité existe là où elle devient tyrannique. En fait, j'avais noté la phrase, enfin la définition, on va dire, d'un critique américain qui disait dans l'art contemporain, il ne subsiste plus rien de l'art sinon l'artiste. Voilà. Je trouve que c'est la meilleure définition. Et en plus, c'est d'autant plus vrai là dans ce cas-là, c'est que outre le discours de Christo sur son propre travail, on va dire, c'est qu'aujourd'hui ceux qui mènent le projet, eux, ont un discours complètement artistique. Ils nous expliquent que ça s'inscrit dans une mouvement artistique qui se défie des codes, etc. Et pour reprendre ce que dit Mathieu et pour conclure surtout, moi, ce qui m'inquiète dans la place qu'a pris l'art contemporain et notamment dans son financement effectivement public, même si là ça n'est pas le cas en l'occurrence, c'est que l'angoisse un peu qui vient derrière cette question-là, c'est qu'on comprend aussi une époque par son style, et je me demande bien quelle sera la nôtre. Dernier mot, Marc Menant. C'est une époque sans style, ça se voit en littérature d'ailleurs, mais en l'occurrence, j'ai perdu mon fil, c'est sur cette idée d'artiste. Il n'y a pas d'artiste puisqu'il n'y a pas de création en tant que telle. Et si on met un adjectif à art, si l'on doit ajouter un adjectif pour justifier un art, ça veut dire déjà qu'on n'est plus dans l'art. L'art, il est en soi éternel. C'est pas parce qu'on est créé à telle époque que on est. Si on met contemporain, ça signifie qu'on sort de l'art. On est obligé de justifier une temporalité dans quelque chose qui se veut intemporel, puisque le propre de l'art, c'est de franchir toutes les générations.